Mesdames, bonjour et bienvenue sur les Dames Podcast. Avant de commencer, je préfère vous prévenir que cet épisode va aborder des sujets sensibles, notamment la violence psychologique, la violence verbale et également les agressions sexuelles. Si ce sont des sujets qui risquent de vous heurter, je vous invite sincèrement à prendre soin de vous et à écouter cet épisode au moment le plus juste pour vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour la seconde partie de mon échange avec Chloé et Marie. Si vous n'avez encore pas écouté la première partie, je vous conseille vivement de commencer par celle-ci. Après nous avoir donc raconté comment leurs relations se sont progressivement dégradées chacune de leur côté, jusqu'au point de non-retour, elles reviennent aujourd'hui sur le déclic qui les a poussées à partir, leur reconstruction derrière, mais aussi toutes les questions qui vont avec et qui peuvent surgir après une séparation, notamment quand on est autour de la trentaine. Ça passe par la question de la maternité, le regard des autres, le regard de la famille, le temps qui passe et aussi surtout comment on reprend confiance en soi. J'en dis pas plus et je laisse la parole aux filles. Bonne écoute. Et à l'époque, bon, on n'en a pas parlé. Et du coup, on a beaucoup parlé, mariage, enfant pendant, des années parce que, tu vois, ça fait, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu es avec le mec. Nos potes couples, pareil, étaient ensemble depuis des années. Donc tu vois les gens autour de toi qui se marient, on fait un mariage, 2 mariages, 3 mariages. Donc en fait, suite logique. Ouais, ouais. Tu sais, toi, tu es là, tu as regardé Disney toute ta life. OK, en fait, ça fait des années que je suis avec le gars. Oui, ça se passe mal, mais ça se passe mal dans tous les couples, non? Bon, tu sais? Et du coup, le mec, on en avait déjà parlé, je lui avais dit: «Bah, moi, mon plus grand rêve», parce que j'avais une maison en Corse quand j'étais petite, je lui avais dit: «C'est le jour où je retourne en Corse, c'est parce que je suis genre avec l'homme de ma life et qu'il me demandera en mariage», tu vois? Et le gars, trop chelou, genre, il me dit: «Bah, viens l'été prochain, on part en Corse». Mais il me dit ça des années après, tu vois? Et là, je me dis: «Bah, i genre, what?» Genre, tu sais? Ouais. Il ose demander en mariage. Ouais, il m'a dit: «Trop bizarre», tu vois? Et dans son comportement, tu sens qu'il y a une ouverture pour qu'il te demande en mariage ou Et ben, en il y a fait, ça des signes? non, rien. Enfin, tu sais, comme d'hab, genre, il est là, il fait ses soirées et cetera, tu vois? Mais bon, tu vois, je me suis toujours dit ses parents parlaient grave, ses parents arrêtaient pas de faire des allusions en mode: «Ouais, hâte que vous partiez, vous vous mariez, vous fassiez des enfants, qu'on soit Ouais, donc tu t'es dit: «C'est un peu la suite logique, en fait». ouais, puis même pour lui, genre, il a toujours été élevé là-dedans et puis on en parlait, tu vois? Il me disait que oui, il avait envie de se marier, oui, il voulait des enfants, les enfants pas tout de suite, mais voilà. C'était, genre, on en avait parlé. Puis encore une fois, c'est ce schéma politiquement correct, tu un boulot, tu es ensemble depuis longtemps, on se marie, on fait des gosses. Et puis tous les potes le font, donc du coup, lui, il est en mode: «Ah ouais, c'est vrai, ça fait envie, mais moi, je veux pas être le premier, er mais gna gna enfin, tu sais? Du coup, toi, tu es là, bon, donc on part en Corse, on part 2 semaines, la première semaine passe, il se passe rien, les 3 derniers jours passent, il se passe rien. Pourtant, on fait des maxi beaux couchers de soleil, mais en fait, on fait que s'embrouiller pendant 10 jours. Ah ouais. Du coup, tu es là: «OK, c'est pas du tout le voyage que j'imaginais» et puis on repart, genre sur le ferry et là, sur le ferry, tu sais, je fonds en larmes, quoi et elle me dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» tout. Je dis: «Bah, en fait, je sais pas, je pensais que tu allais me demander en mariage» et tu vois, là, maintenant, même en le disant avec la prise de recul, je me dis: «Mais heureusement qu'il l'a pas fait!» En vrai. Tu penses tu aurais dit oui à l'époque? Bien sûr, j'aurais dit Malgré oui. tout ça? Ouais, parce que sur le moment, tu t'en rends pas compte que c'est toxique. Tu es une gamine, toi, tu es là, tu es dans tes insécurités, tu te rends pas compte, en fait, de tout ça. Tu te rends compte une fois que tu en es sortie et tu as pris le recul nécessaire pour évaluer la situation, quoi. C'est terrible, tu es un peu sous emprise. Est-ce qu'on peut employer ce mot-là finalement? Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, sous emprise même de tout, tu vois? De lui, son entourage, des potes, de la famille. En fait, tu as tellement d'habitudes qui s'installent pendant des années. C'est ton quotidien, c'est ta famille aussi finalement quelque part et puis lui, il est peut-être aussi pareil, ouais, le socle en fait. Ouais, c'est ça. C'est la base, Je vis avec lui, avec eux, l'appartement, ça faisait tu te dis: «Bon, en vrai, genre, moi, mon enfance s'est pas très bien passé. Là, ça se passe pas trop mal, tout ça. Oui, on s'embrouille, oui, il est toxique, oui, il me rabaisse, oui, il me dit souvent que je suis conne, que machin et tout. Mais toi, tu crois que c'est normal, en fait?» mais est-ce que tu as des contre-exemples? Typiquement, est-ce que tu as des personnes, qui peuvent te dire, «Là, Chloé, quand même, vraiment, il te parle mal»? T'en as plein et est-ce que tu arrives à ce que tu nous as raconté tout à l'heure, notamment par rapport à votre vie intime, est-ce que tu arrives à en parler toi avec des personnes? Non, ça, je lui dis pas. Ça, je dis Non, parce que j'ai honte, parce que je sais que c'est pas normal. Mais ça, je leur en parle quand je me sépare du mec. Et d'ailleurs, j'ai même un de mes cousins, de qui je suis très proche, c'est comme mon meilleur pote. Quand il l'a su, il m'a dit: «Si je le recroise, mais genre je le» ça reste. exactement, alors qu'ils étaient très proches. Bref, donc voilà et donc du coup,
et du coup, bah, pas de demande en mariage et là, il me dit: «Non, mais en fait, Chloé, je crois que tu as pas compris, j'ai pas envie de me marier. Je crois qu'en fait, j'ai même pas envie d'avoir d'enfant. Je crois que j'ai pas du tout envie de construire quoi que ce soit avec toi». Pousse, ça fait combien de temps à ce moment-là? Et à ce moment-là, ça fait 8 ans. Oh my god. Mmh. Non, mais là, dans le vide, là, tu te dis quoi? À ce moment-là, moi, j'ai genre 27 ans, 28 ans, tu vois? Je suis en mode oui, exactement. Tu dis: «Ce fou clairement de ma gueule». En fait, je ne suis pour lui qu'une personne qui permet, entre guillemets, à ses parents de le laisser un peu tranquille et qui permet parce que moi, j'étais quand même genre enfin, je prenais la charge mentale de tout. C'est moi qui faisais les courses, c'est moi qui décidais ce qu'on bouffait, c'est moi qui faisais les machines, c'est moi qui étendais tout. Enfin, tu vois, la boniche, tu vois? Genre vraiment. Tu as la multicasquette. Exactement. Le seul truc que lui faisait, c'était étendre les machines parce que sinon je me faisais hurler dessus parce que je lui rapetissais ses putains de chemises à 300 balles que ses parents achetaient. Et enfin bref, je te passe les détails. Et du coup, à ce moment-là, genre quand je rentre du fameux jeûne, je rentre et le mec me juge, me taille, me dit: «Mais meuf, mais t'es dans une secte, mais c'est trop chelou ton truc, nin nin nin». Et en fait, je me dis: «Mais t'as même pas l'ouverture d'esprit, mec, d'essayer de comprendre genre le chemin spirituel que je suis en train d'essayer de faire, qui était juste un travail sur moi, en fait». Lui, il bloquait sur le fait que: «Ah, tu pas mangé, nin nin». Mais en fait, j'en ai rien à foutre, mec, genre. Enfin, je l'ai fait le jeûne avec ma grand-mère de 85 ans. Si elle l'a fait, je peux le faire, tout enfin, tu vois? Il y a pas de et en fait Plus du tout aligné. et c'est ça, en fait, on a pris tellement 2 chemins complètement différents. Lui, il est devenu vachement superficiel, tout vachement sur les marques, le luxe à fond, sur le paraître sans arrêt et cetera. Et moi, je suis partie sur un délire tout autre, en mode, «Vas-y, moi, je veux, être en rando, je veux être dans les bois, je veux être dans la nature», enfin, rien à voir. Donc ça Et exactement, bah, du coup, là, si on arrive un peu sur la partie finalement prise de conscience, mmh. qu'est-ce que vous diriez les filles finalement? Est-ce que c'est un déclic qui est, du jour au lendemain, un matin tu te réveilles et tu te dis: «Bah, du coup je peux plus»? Ou est-ce que c'est progressif? Marie? En fait, je dirais que c'est un peu les 2. Moi, c'est-à-dire qu'intérieurement, au fond de moi, je savais qu'il correspondait pas, que c'était pas normal. Au fond, vraiment bien, bien enfoui, je savais que c'était pas normal, qu'il y avait plein de trucs qui étaient pas normal. Des chacos normaux. Vous avez mais je savais qu'il y avait des choses qui étaient pas normales, mais en fait, tu intériorises et c'est ce que disait Chloé, tu as tendance à te dire: «Ouais, mais il y a des choses qui vont pas bien chez tous les couples et tout». Je Enfin, tout crois le que monde c'est a tout toi, tu sais, souvent. ouais, c'est ça, tu dis: «Tout le monde a des défauts, personne n'est parfait, la la li, la la lou et des fleurs partout». Et en fait, tu en viens à oublier tes propres besoins, ce qui t'épanouit, jusqu'à ce qu'en fait, le mec, il fasse la pluie et le beau temps dans ta vie, tout gravite autour de lui. S'il est de bonne humeur, tu es de bonne humeur. S'il est pas de bonne humeur, tu n'es pas de bonne humeur. Tout va avec. Et en fait, moi, c'était progressif dans le sens où je savais qu'il y avait des points qui me dérangeaient fondamentalement et c'est marrant parce que j'ai écouté Chloé et je retrouve énormément de similitudes dans le sens où moi, c'était quelqu'un de très, paraître, les marques, l'argent, fallait la réussite, avoir un beau métier, avoir une belle maison. C'était ça, gagner au jeu de la vie et pour moi, le jeu de la vie, gagner au jeu de la vie, c'est pas ça, c'est être, heureux, un soir à un barbecue avec tes meilleurs potes et des gosses qui courent dans le jardin et même si tu as un crédit sur la gueule, tu vois? Enfin, c'est pas, d'être habillé en Balenciaga ou Ouais, je avoir la plus grosse maison, la plus grosse et en bagnole. fait, lui, il travaillait en Suisse et il a eu des potes du coup qui allaient avec et des besoins qui ont changé où moi on n'avait plus du tout les mêmes problèmes. Lui, il se plaignait d'avoir un salaire qui était à 5 000. Oh là là, j'ai pas eu mon augmentation. Pauvre chou. Et moi, à ce moment-là, j'étais en reprise d'études et je me disais: «Mais en fait, gros, j'aimerais avoir tes problèmes, quoi». Enfin, tu plus du tout aligné. Moi, j'étais en reprise d'études, je me demandais comment j'allais, réparer mon joint de culasse, tu vois? Enfin, je non, c'était progressif. Je sentais qu'il y avait des choses où lui, en fait, il devait se forcer pour me faire plaisir, pour aller faire des randos. Lui, c'était un effort. Alors que pour moi, c'était le bonheur, genre et lui, Et tu c'était sais, du pour coup, il râle et il fait la gueule et pas content d'être ouais seul. et en fait, tu en viens à te dire: «Je vais le faire toute seule parce que je préfère être seule et le partager avec personne que de le partager avec lui qui va me péter et me saloper mon moment parce qu'il aura pas envie de le faire, il va bien me le faire savoir». Alors que toi, tu prends sur toi des fois pour faire des trucs que tu as pas envie de faire et tu fais genre tu kiffes, tu vois? Pour le mettre bien parce que c'est sa passion, c'est son truc, c'est son délire, j'en sais rien et toi, de l'autre côté, quand tu as envie de faire des trucs pour toi, bah, il te fait bien sentir que ça le fait chier. Donc il y a des trucs progressivement où je sentais que je sentais que c'était gérable à 2, mais je me disais: «Tu rajoutes un gosse dans l'équation, je pète un boulard». Ouais. Ah bah ça, parce que ouais, après c'est un autre délire, hein. Ouais, mais ça se passe déjà mal, tu En fait, c'est ça, je me dis pour moi, pour avoir accueillir un enfant en bonne et due forme, même si j'en veux vraiment un, pour moi, je suis pas ça avec n'importe qui, il faut vraiment être une team soudée, qui est quelque chose d'évident, en fait, qui se passe et tu le fais pas comme ça parce que, tiens, tu veux cocher quelque chose sur ta bucket list. En tout cas, c'est à mon sens, même si j'ai un profond respect, même pour ceux qui entament un chemin de le faire seul, tu vois? C'est mon ressenti à moi, quoi.
Mais du coup, voilà, il y a quelque chose de progressif où je sens au fond de moi et en même temps, je me dis: «Ouais, mais non, mais c'est normal, mais tous les couples et machin, vas-y, c'est pareil pour tout le monde». Et en fait, il y avait un sujet autour de l'argent. Plus il en gagnait, plus il avait peur qu'on lui vole ou plus il avait peur de le perdre. Ouais, c'est vraiment qui peut le plus, peut le moins, en fait, hein. Bah, c'est la phrase que je lui répétais très souvent dès qu'il faisait un truc ou quoi que ce soit. Enfin, on n'avait pas les mêmes moyens, donc je pouvais pas nécessairement tout le temps le suivre, tu vois? On voulait faire des vacances, il voyait une belle location. Moi, j'étais là: «Bah, là, on dépasse ma limite. En fait, si tu veux plus, soit tu mets au bout, soit moi, je peux pas t'accompagner là-dedans et moi, un camping, ça me va très bien» et même sans parler de camping, juste une location simple. Lui, il voulait un truc avec jacuzzi, hammam, sauna, double melon airbag. En fait, moi, je suis pas non, mais je veux dire, moi, je suis très heureuse dans une tente, tu vois? Je suis quelqu'un de très simple à la base. Donc bien sûr que c'est hyper kiffant, un jacuzzi et des trucs de luxe, mais j'ai pas besoin de ça pour être heureuse. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est les paysages, c'est les trucs de ouf, les expériences de vie, tu vois? Ouais, c'est pareil, plus du tout aligné. Comme Ouais. Chloé, un peu à l'heure finalement. Ouais, tu changes de ouf, en fait. Plus du tout, vraiment, C'est le mec, il te fait une ardoise, en fait, petit à petit, où en fait, il va mettre au bout, mais après il va te le reprocher. Il fait: «Ah, je t'ai rincé, ah, je t'ai machin», il te lâche des petits trucs, alors que tu as rien demandé. ouais, le gars, vraiment, il tient un tableau Excel, «Ouais, tu te rappelles le 18 machin, j'avais payé C'est ça. ça». Alors que toi, il voit pas tout ce que tu payes pour lui, on payait tout en Puis toi, 55 tu as ans. déménagé, tu as lâché tes potes, tu Ouais. as lâché ta famille, tu as tout lâché pour lui. Pas du préjudice moral. Mais au-delà de ça, on faisait 50-50. Moi, je continuais de payer à un petit temps, j'ai continué de payer mon appart à Annemasse pendant que j'étais chez lui. Il était: «Ah bon, quand est-ce que tu commences à me payer le loyer?» alors que je payais double loyer à Annemasse, alors qu'il était convenu et lui, il gagnait 10 000 balles, tu vois? Ah ouais, non, mais me Et au même cas, c'est ça, complètement 50-50. Ah oui, mais moi, sur les courses, en tout cas, on faisait 50-50. I trust my kill you. Ouais, voilà. I'm a sweet et petit, il était un peu reprochant dès que je faisais pas le en fait, tu sais, il y avait un truc, moi, j'avais toujours mon appart en Haute-Savoie. Et du coup, j'étais chez lui, en fait, je le gardais, il était convenu qu'on le garde, un petit temps pour les vacances parce qu'on avait aussi des semaines où il avait sa famille qui venait en Haute-Savoie, mais pas chez lui, du coup, on l'avait gardé et cetera. Enfin, on avait convenu, du coup, bah, je continuais de le payer moi. Mais du coup, j'ai pas payé chez lui qui était chez lui parce que je continuais de payer mon appart à Annemasse et il gagnait 1 000 € par mois. On aurait gagné la même chose, le sujet n'aurait la question, bien sûr, j'aurais fait un mois, j'aurais lâché l'appart avant, enfin, on aurait fait les choses différemment. Mais là, il y a une 10 000, je dis: «Bon, moi, je garde mon appart jusqu'à cet été, comme ça, on continue d'en profiter quand on en a besoin et après, voilà». «Oui, oui, il y a pas de problème, la la li, la la lu» et en fait, petit à petit, bon, «Tu comptes payer quand le loyer, en fait?» et en fait, je savais, gros, je gagne 2 000 par mois. En fait, j'ai 800 qui partent dans mon appart, en Haute-Savoie. Du coup, qu'on s'est mis d'accord pour garder un petit temps. Après, il y a les courses, il y a la vie, je rentre enfin, oui, j'ai la bagnole. moi, j'ai pas grand-chose, qui me reprochait d'avoir une voiture de merde. Du coup, il voulait pas monter dedans. Du coup, je voulais m'en racheter une. Attends, je voulais m'en racheter une. Du coup, je dis: «Bah, OK, pour me faire un acompte, quand j'arrête de payer le loyer, est-ce que juste pendant 3 mois, tu peux m'héberger?» Il m'avait demandé en mariage, hein. Donc ça faisait, 8 ans qu'on était ensemble. Du nerve. 8 ans qu'on est ensemble, on projet mariage, projet bébé et cetera. Je lui dis: «Est-ce que pendant 3 mois, juste, je ne peux pas payer le loyer? Comme ça me fait l'acompte pour la voiture. Comme ça, elle arrêtera de m'emmerder le cul avec, ta voiture, tu une voiture de merde». Donc comme ça, je Qui va? rien ne va, Mais rien ne va. Déjà, rien que juste ouais, rien que ça, alors. Et non, mais moi, ça fait partie de ma normalité. Je me dis: «Ouais, donc vas-y, on continue, machin». Il me dit: «Oui, il y a pas de problème». Puis en fait, petit à petit, il me fait des reproches, des petites piques sur l'argent, sur ci, sur quoi, genre: «Ah, le ménage, il est pas fait, il y a des cheveux qui traînent, il y a des machins». Parce qu'en fait, dans sa tête, il s'est fait un truc de vu que je paye pas le loyer, je dois faire plus de ménage. et vous voilà dans une relation, complètement transactionnelle. Exactement. Sauf que moi, pas du tout. Pour moi, j'étais en train de construire un foyer avec quelqu'un. C'est pas pour moi, une relation, c'est oui, on dit c'est 50-50, mais dans la réalité des faits, bah, des fois je te donne 80, des fois c'est toi qui m'en donnes 80 parce que je suis à 20 et en fait, ça s'équilibre naturellement, tu vois? Et en fonction de ce que vivent les gens dans leur vie, le travail, le machin. Ouais, mais voilà et en fait, là où il était pas prêt du tout non plus, c'est que le jour où tu es enceinte, l'équilibre, Ouais. Alors, on y vient. C'est là aussi que je commence à avoir des craintes parce que je sais ce que peut engendrer une grossesse. Mmh. Les troubles, la dépression postpartum, les trucs, je sais pas, admettons, je suis une grosse dope pendant 1 an, je peux pas bosser, j'en sais rien. ouais, mais même sans ça, hein, financièrement, il y a de fortes chances que ça change quelque chose pour toi quand même. Bah, oui, c'est ça. Enfin, je me dis, faut et le mec, il te met le moindre truc dans la gueule d'argent, de pas ménage, de machin, de trucs. Ah, il faut chaud. Donc voilà. Et il y a un jour comme ça, donc déjà pareil, hein, comme il disait Claude, j'étais sa petite assistante, c'est son petit personnel. Les gens, ils passaient par moi pour lui parler à lui, parce qu'il répondait pas à ses messages, il avait pas le temps. J'étais son assistante et un jour, on part, on allait chercher un cadeau l'après-midi. Le soir, on avait une soirée d'anniversaire. On part chercher un cadeau, l'après-midi pour ce pote en question. Il me dit: «Ouais, tu peux envoyer un message à Marie», donc qui est la meuf, elle s'appelle Marie aussi, qui est la meuf de son pote, pour savoir ce qu'il veut.
C'est son pote, hein. Je remets juste l'église, dans le village, au milieu du village. C'est son pote et il me dit: «Envoie un message à sa meuf pour savoir ce qu'il veut». Donc moi je lui dis: «Mais non, mais en fait, c'est ton pote» et je sais pas, il y a une espèce de ras-le-bol parce que ça fait des mois que je suffoque, j'ai plus de montagne, j'ai plus mes potes, il m'oppresse, il est hyper exigeant, il me fait plein de reproches, il me met plein de reproches dans la gueule, il me parle de sport aussi, enfin de trucs, enfin bon et je pète un peu un câble et ça va pas, en fait, enfin ça va pas à ce moment-là et je sais même pas identifier pourquoi, juste ça va pas et je dis: «Mais non, en fait, c'est ton pote, tu vas prendre ton bigot et tu vas lui envoyer un message et tu vas demander à la meuf de ton pote ce qu'il veut pour son anniversaire». Comme un grand garçon. Ouais. Voilà, comme un meilleur mas. Là, on a Dark Marie qui commence à arriver et ouais et je vois il est pas content et pendant toute la route, on a 25 minutes de route, pendant toute la route, je vois qu'il cherche la castagne, il cherche la bagarre, il pique et tout, ça il pique sur l'argent, il pique sur plein de trucs, je sais pas, il cherche la bagarre et moi j'ai pas l'énergie. J'ai perdu aussi une cousine, avant, ma grand-mère va pas bien et j'ai une cousine, qui est un peu plus jeune que moi qui est décédée à ce moment-là et j'ai pas d'énergie en fait, j'ai pas l'énergie de me prendre le chou. C'est une cousine avec laquelle j'ai grandi que je viens de perdre. Donc ça, c'était en septembre, là, ce dernier septembre. J'ai pas l'énergie de rentrer dans la bagarre, en fait, j'en ai juste marre de tout faire pour lui et je vois, il cherche la castagne et je rentre pas dedans et je suis malade, c'est ça, à ce moment-là, je suis malade et on arrive au Parc Met, on se gare, donc on est en Alsace, dans une grande ville en Alsace. On se gare et moi, je suis en train de me moucher, je suis en train de me noyer dans ma morve et il me dit, on est devant le Parc Met, je me mouche et il me dit: «Tu peux pas payer là un peu?» Oh l'enfer ce mec. On parle de 3 € de Parc Met. Ouais. On parle de 3 € de parc-mètre. Le matin, moi, j'avais été chercher 33 € Il a beau d'entrecôte. chialer, il lui gueule dessus, quoi. Ouais, c'est ça Voilà. et le matin, moi, j'avais été chercher 33 € d'entrecôte comme tous les samedis matins où j'allais au marché toute seule juste pour lui faire plaisir, pour lui faire machin tout. Appelle-moi la conne, la la lou. Voilà. Donc tu sais, tous les non mais voilà. Mais et donc bah, il se passe ça, on va chercher un cadeau, donc dans l'après-midi dans la ville, machin, on prend un cadeau, puis on arrive à la soirée, donc tout le monde voit bien qu'on est tendu du slibard. Moi, je dis: «Bon, on s'est embrouillés», me fait un peu contre-soirée, les meufs contre les mecs, machin. Bon, on en rigole, hé hé, ho ho. Mais moi, au fond, je suis un peu blessée, je suis un peu piquée. Le lendemain matin, je joue aux échecs et j'ai une partie où en fait je dois jouer en régional et je dois jouer donc je me prépare depuis une semaine. Je suis censée avoir les pièces noires et donc alors, pour les gens qui jouent pas aux échecs, ça a une importance si tu joues les noirs ou les blancs parce que tu c'est les blancs qui commencent. Donc en fait, tu as des préparations qui sont différentes. Ça fait une semaine que je me prépare et c'est un peu l'élément déclencheur. Je le raconte parce que ça a son importance, hem, à ce moment-là, en fait. J'arrive et au moment où j'arrive, c'est un milieu d'hommes, les échecs aussi. Je suis un peu la seule femme, de l'équipe, on joue en équipe. Sauf qu'eux, ils jouent entre eux et moi, ils me placent un peu pour gagner. Ils savent que je suis forte, mais en gros, il y a un mec qui veut pas jouer un petit, qui est champion régional, je ne le sais pas à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il est sous-classé et qu'il va perdre des points. Du coup, au dernier moment, ils me disent: «Bah, c'est toi qui vas le jouer et tu prends les blancs». Je ne sais pas qu'il est champion régional à ce moment-là, je sais juste, ils me disent: «Bah, au final, tu vas jouer contre le petit là et tu auras les blancs». En fait, je m'en fous sur le principe, mais dans ce cas-là, me laisse pas me préparer pendant une semaine sur les noirs. Si tu sais que je vais avoir les blancs, dis-le moi en amont et en fait, je joue contre lui. Une partie en 1h30, donc tu as le temps de réfléchir quand même, c'est confortable, mais en fait, je vois que le petit il est injouable, injouable. Il me je donne ma vie, je prends 15 minutes à réfléchir à chaque coup. Il me sort des trucs, des dingueries. Je me dis: «C'est il sort d'où ce petit?» Enfin et j'apprends, au final, je finis par perdre. Je fais la meilleure partie de ma vie. Après, je la rentre dans la machine. Après, j'analyse ma partie sur internet. J'ai fait une très, très bonne partie, mais en fait, le champion, j'apprends à la fin de la partie que l'arbitre me dit: «Bah oui, mais c'est le champion régional et c'est un surdoué». En fait, je dis: «Bande de salauds». En fait, ça me fout le seum parce qu'on m'a fait faire 2 heures de route pour venir jouer une game contre ce type et eux, ils ont préféré me donner à moi, parce que j'étais pas encore classée, pour ne pas perdre de points eux, alors qu'ils savaient que j'allais perdre et que j'avais aucune chance. Et qu'ils m'ont fait faire, en gros, presque 4 heures de route pour venir perdre une game qu'ils savaient très bien que j'allais perdre et je suis sur la route et en fait, j'ai juste perdu un match d'échecs, c'est pas hyper important, je m'en fous. Mais en fait, je suis en train de pleurer sur la route et je me dis: «Mais je suis vraiment la bonne poire, mais avec tout le monde». En fait, il y a plein d'événements Qui joue le déclic, quoi. ouais, c'est ça, il y a un truc de: «Je suis la bonne poire» où mon amie d'enfance m'avait prise pour une conne aussi, elle s'était grave foutue de ma gueule. Il y a, ma belle-sœur, donc pas la meuf de mon frère, mais la sœur de mon ex, qui m'avait prise pour une grosse poire aussi. Mais en gros, elle m'avait caché des trucs et en même temps, elle me posait des questions. Enfin, c'était très bizarre ce qu'elle faisait et elle s'était foutue de ma gueule, quoi, en gros. Et en fait, ça faisait beaucoup d'un coup où là, c'était la cerise dans le vase, comme dirait l'autre. Ce n'est pas une vraie expression. Non, mais vraiment, et j'étais là, mais je suis la bonne poire. En fait, de mois en mois, j'enchaînais les «je suis la bonne poire».
Et en vrai, je pleure et j'ai pleuré du dimanche, il devait être 11 heures jusqu'au soir et je me suis pas arrêtée, mais comme si j'avais perdu un proche. Je sais pas comment expliquer vraiment ce qui s'est passé en interne à ce moment-là. Je pleure tout ce que je peux pleurer. Ça ne s'arrête pas de couler et pourtant, je sais pas, je suis vide, mais je pleure et je finis par parler aussi à mon mec de ce moment-là, tu vois? Qui voit que je suis pas bien et tout et on a une conversation, j'essaie de lui reparler de la veille quand il me dit: «Mais tu vas pas payer un peu pour ce putain de parc-mètre à la con là? Genre, 3 € là?» Il me dit: «Non, mais en fait, vu que tu as pas payé» alors moi je gagnais 2 000 € par mois, lui 10, avec mon loyer que j'avais à payer moi de mon côté en SAV et cetera, plus les courses et tutti quanti et il me dit: «Non, mais en fait, je sens que tu t'enrichis sur moi». Mais c'est lunaire de dire un truc pareil, sérieusement. Et là et genre, et je lui dis: «Mais en fait, c'est pas je m'enrichis sur toi, en fait, pas du tout. Enfin, c'est juste on est en train de construire un foyer. Si toi, demain, tu as plus de travail, c'est moi qui ai subi à tes besoins et si moi» enfin, je sais pas, on est en train de construire un foyer, un truc à 2, un truc commun et je lui dis: «J'ai jamais profité de tes sous, je m'en fous moi, enfin, je gagne mon argent toute seule, quoi», tu vois? Et on est en train de construire un foyer, tu m'as demandé en mariage, on parle de projet bébé et là, il me dit: «Bah, on n'est pas mariés encore». Ouais, non, mais stop. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait on n'a pas du tout les mêmes valeurs et le même sens de la famille et de ce qu'est un foyer. Mais c'est ça et il me dit: «Ah non, mais on n'est pas mariés encore» et c'est lui qui m'a demandé en mariage et en fait, à ce moment-là, il y a un truc qui se pète et j'ai pleuré, mais vraiment non-stop, pendant 4 jours. J'arrivais au travail, alors j'arrivais à me tenir au travail et je faisais mes journées. Alors les gens, ils ont capté qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je passais la porte du travail pour rentrer chez moi et je repleurais instant. Dès que je passais la porte pour retourner dans ma voiture, je pleurais, j'ai pleuré, je pleurais. En fait, ça a duré 2 semaines là d'un et en fait, pendant ces 4 jours-là, du coup, je ne veux pas dormir avec lui, je dors dans le canapé et il me laisse dormir dans le canapé. Il vient pas chercher la discussion, il se dit pas: «Putain, j'ai merdé» ou quoi. Un jour, 2 jours, 3 jours, je dors dans le canapé, il me laisse dormir dans le canapé, il me dit: «Tu viens toujours pas? OK». Il ferme sa porte et dort sur ses 4 oreilles. À toute détente, quoi. En toute détente, il mange, moi je mange plus. Je mange plus, je pleure, je dors plus. Enfin, il y a un truc qui l'a pété, quoi. Genre vraiment, je me dis: «Le mec, il est en train de se dire que je profite de lui alors que j'ai pas vu un denier». Enfin, il est pas en train de me faire des cadeaux ou quoi. Je lui demande rien, je lui ai jamais rien demandé. Il m'aidait de me dépanner rien. Même quand j'étais en études, j'ai jamais rien demandé. Je me dis: «Mais comment? D'où ça sort ces craintes? Qu'est-ce que» je sais pas. Enfin, il a des craintes pas résolues avec lui et lui-même, j'en sais rien, tu vois? Mais c'est pas mon dos et du coup, moi, il y a un truc qui se pète et en fait, ça se pète de jour en jour parce qu'il me laisse toute seule à mariner, en fait et je réfléchis à tout ce qui va pas et je me dis: «Mais ça va pas, ça va pas, ça va pas» et je prends conscience du truc, de comment je suis une bonne conne et je me dis: «Mais attends, c'est un délire. Tu as laissé passer ça, tu as laissé passer ça, tu as laissé passer ça. Ça fait 3 jours, tu dors dans le canapé, il vient pas te chercher, tu es censée te marier avec lui, avoir des projets bébés dans quelques mois et tout et il est là, il te laisse dormir sur le canapé». Et là, je me dis: «Il y a un problème, c'est comme ça qu'il y a eu les conflits, comment» en fait et là, à ce moment-là, je réalise que tu peux pas rajouter un enfant dans l'équation et du coup, il y a un peu le château de cartes qui s'écroule, où je me dis: «Si déjà à 2 il n'arrive pas à gérer un conflit et à reconnaître qu'il a tort, comment on fait quand tous les 2 il n'arrive pas à gérer ses émotions, il est énervé, il est machin, ça sort comme ça sort, il nous aucun filtre». Je me dis: «S'il n'arrive pas à gérer ses émotions quand on est 2, qu'est-ce que ça va faire quand le mec, il va se dormir dessus, qu'on aura 2 heures dans le cornet avec un gosse? Qu'est-ce qu'il va me mettre dans la gueule, en fait? Et je commence limite à avoir peur il y a un peu c'est un peu mêlé à de la violence verbale, en fait, aussi, de rabaissement, de tout plein de choses. Et je me suis dit: «Mais attends, c'est pas mais où je vais là? Où je vais? On est où? C'est quoi? C'est pas ça ma vie, en fait». Ouais, c'est un tsunami dans la tronche en fait là. Ouais et en fait, c'est un réveil, mais c'est une baffe dans la gueule que je me suis prise à ce moment-là et j'ai pas parlé, je me suis terrée dans un mutisme pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai pleuré. Ouais et du coup là, t'es en mode, tu réfléchis, j'y vais pas, t'es comment? En fait, au bout du 4e jour, mes parents, ils étaient censés venir, au bout du 4e jour, donc où je dors sur le canapé, mes parents, ils étaient censés venir la semaine d'après, passer une semaine, donc à l'appart et je lui dis: «Tu sais quoi?» Je vais dire à mes parents qu'ils viennent pas, je le sens pas, c'est bizarre là. Enfin, il me dit: «Non, non» et je lui dis: «Tu sais quoi? Je pense aussi qu'on va pas dans la bonne direction, qu'on a beaucoup trop de différences et en fait, je suis en train de tout remettre en question et là, je pense que il y a de fortes chances que je reporte un autre cerveau» et je lui dis au bout du 4e jour et je claque la porte et je le laisse dans son lit à dormir avec ses 4 oreilles. Et je repars dans le canapé et là, il rouvre la porte, bien sûr, il revient, il me parle: «Mais non, mais quoi? Mais si, mais quoi? Mais non, mais je savais que j'avais tort, mais tu boudais, mais machin, mes couilles sur ton nez». Donc
je le laisse déblatérer à ses conneries. Je dis: «Mais en fait, non, tu peux pas me laisser dormir 4 jours sur le canapé alors que tu sais que tu es en tort, ne pas venir t'excuser, il y a pas d'excuse, je suis en train de quémander comme une chienne et tu viens pas t'excuser, mais ça va pas, enfin, il y a un problème, en fait, enfin». Et il me dit: «Non, mais je sais que je suis en tort». Nique ta mère, en fait. Voilà, bah, viens me le dire avant, de laisser dormir 4 jours sur le canapé, enfin et encore, il y a toujours ce truc de gosse parce que ça devait être dans quelques mois, tu vois? Qu'on lançait le projet. En fait, il y a une baffe dans la gueule qui se produit à ce moment-là où je réalise que je ne suis pas prête, pas à avoir des enfants, mais je suis pas prête à avoir des enfants avec lui, qu'on fera pas une bonne team, Ouais. que moi, je ne serai pas épanouie dans ma vie de maman, que je ne sens pas que j'ai le bon partenaire pour avoir des enfants, même si j'en veux plus que tout. Je ne peux pas fonder une famille aujourd'hui avec lui. Mmh. En fait, ça m'énerve. Je me dis: «Mais putain, j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai machin» Ouais. et je pète un peu un câble. Enfin, je me prends une baffe monstrueuse dans la tronche, quoi. Enfin, tout s'effondre et je me dis: «Mais qu'est-ce que je suis conne!» parce qu'en fait, j'ai attendu qu'il change et machin, mais en fait, je me dis à ce moment-là: «Mais c'est moi qui suis conne. Pourquoi je veux qu'il change? Change juste de mec, c'est plus simple. Marie, tu con!» genre, tu sais, je m'en veux à moi à ce moment-là. Genre: «Oh, de ouf, c'est totalement abruti. Pourquoi tu veux faire changer un mec? Tu juste à changer de mec, Marie, putain!» C'est sûr qu'une fois que tu switches et tu captes vraiment tout ce qui s'est passé, c'est là où tu te dis: Ouais. «Putain». Et c'est ça et en fait, il se passe vraiment un switch, un réveil, c'est le mot. C'est un réveil où je capte vraiment tout ce qui va pas, tout ce que je tolère, que j'ai tout quitté pour lui, qu'il m'en met plein la gueule, qu'il y a du rabaissement, de la violence verbale, que je suis aux petits soins pour lui, son petit personnel et que j'ai aucune non seulement j'ai pas de reconnaissance, mais qu'en plus je me fais enfoncer. Ouais, c'est complètement unilatéral, en fait. C'est ça et je vois pas de famille, je vois pas d'avenir et je suis même trauma de la vie à 2. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un à ce moment-là. Je me dis: «Mais en fait, je suis très toute seule» et là, l'idée, elle est plantée dans mon cerveau. Je me dis: Mmh. «OK, il faut que je retourne en Haute-Savoie parce que là, ça ne va pas du tout. Il y a rien qui va». C'est quoi? Et je lui ai dit donc il s'est passé 2 semaines où j'ai pleuré, il parlait pas trop. Bah, de toute façon, il parlait jamais. Enfin, c'était moi qui devais tout le temps chercher la conversation et cetera. Après, il s'est un peu réveillé, mais trop tard et la graine, elle était déjà plantée. Je commençais déjà à rechercher des travails en Haute-Savoie et à Genève et la graine, elle était trop plantée. Je me voyais plus du tout ici, quoi. Pareil, comme le disait Chloé, il y avait une forme d'isolement. Je pouvais pas inviter mes potes. «Oh non, ça me fait chier, machin» et en fait, je me sentais pas chez moi du tout, je me sentais, en survie, quoi. Enfin, Mmh. j'étais en alerte tout le temps. Je me rends compte aujourd'hui, je suis en coloc, bah, du coup, avec Margot qu'on connaît, qui est une amie à nous, un jour, ouais. Bisous Margot, qui est parachutiste dorénavant. Suivez-la sur Instagram. Mais attends. Oui, oui, ça, j'avais déjà fait ce pas, puis en fait, après le ce passe arrive la fin de l'année, donc ça faisait pas loin de donc 8 ans de relation, même s'il y a eu une coupure d'1 an, ça fait 8 ans de relation et on passe les vacances, on fait une forme de break où en fait, j'arrive pas à prendre la décision, à trancher vraiment parce que tu as une part de toi qui dit: «Mais qui est dans le déni, en fait, qui comprend pas tout ce qu'il a bâti, toute la patience que tu as eue de te dire: "Il va changer" et cetera». Et tu as une part de déni, donc tu arrives pas à voilà, puis en fait, tu pars et naturellement, après, ça se fait avec plusieurs étapes et on pourra y revenir, mais et c'est avec ce réveil qui a duré 2 semaines où, bah, j'ai perdu ma cousine, il y a, Tartempion, Micheline, truc qui m'ont prise pour une conne, aux échecs et en fait, c'est toujours le truc le plus insignifiant, j'ai l'impression, qui te fait péter un rouleau. Ouais, mais parce que ça a réveillé d'autres trucs en Oui. toi. Exactement, ça a réveillé finalement, tu es la bonne poire et qui va Mmh. toujours, dire: «Bon, bah, c'est pas grave». Qui va devoir plier en 4 pour, C'est ça et là c'est ça que ça a réveillé où je me suis dit: «Mais j'en ai marre!» genre putain, jusque dans les échecs, c'est un truc, c'est perso, c'est moi, c'est ma passion à moi, jusque dans les échecs, on me prend pour une conne et je puis j'ai la bave aux lèvres. J'en ai marre qu'on me prenne pour une conne, j'ai plus envie d'être comme ça, en fait. Ouais, mais c'est horrible parce que finalement, tu te rends compte que ça déborde, même ça fait écho sur des choses qui te sont personnelles, qui t'appartiennent rien qu'à toi, sur tes propres Bah, passions. ça vient aussi d'un problème où je me rends compte que j'ai un problème interne, à poser mes limites, à dire non, parce que ça vient d'un manque de confiance en soi, que je Mmh. comprends pas ma valeur, du coup, plus on te répète que tu es une merde, plus tu finis par le penser aussi et en fait, quand tu as pas confiance en toi et que tu as quelqu'un qui prend le pouvoir, que tu as plus rien, que tu possèdes plus rien, même ni tout, ni en physique ni quoi, tu es dans une position d'insécurité totale et de manque de repères, de rien, de tout. J'ai tout changé, quoi, j'ai tout quitté, j'avais plus rien. J'étais complètement esseulée dans cette Alsace-là. Et même mes trucs à moi perso qui me faisaient sortir des échecs, jusque-là, on vient me prendre pour une conne. Et je me suis dit: «Non, c'est trop» et en fait, je voulais plus être comme ça et j'ai compris aussi que moi-même, ça venait de moi et de moi, comment je pose mes limites, comment Mmh. j'apprends à dire non et en fait, c'est moi le problème. En fait, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus mal.
j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas lui le problème. C'est moi qui ai voulu faire mettre en fait, j'ai voulu mettre un carré dans un rond. Ouais, mais ça fait pas de toi un problème. Ça fait de toi quelqu'un qui a essayé de qui s'est investi dans sa relation et qui a tout donné pour que ça marche. Je m'en veux pas dans le sens où je me suis dit: «Bon, bah, tu téméraire, hein, tu une forceuse, Marie. Quand tu une idée dans le crâne, tu l'as pas dans le cul». Tu vois? Je me suis dit: «Voilà, t'es quelqu'un de fonceuse, tu vas au bout de tes conneries, c'est très dur avec». Mais en fait, je me suis dit: «Mais tu abruti, il y a d'autres il y a ouais, il y a 3 000 000 d'hommes sur terre. Qu'est-ce que tu te fais chier et qu'est-ce que tu le fais chier à essayer de vouloir faire de lui quelqu'un qui n'est pas, parce que tu le veux lui, parce que c'est quoi? Parce que c'est simple, parce que vous connaissez, parce que ça marche au lit, parce que machin». Oui, et puis il y a le truc aussi de vous connaissez depuis que vous C'est êtes au ça, collège et tout. Enfin, tu vois, ça fait quand même une belle romance, une belle histoire quand tu c'est ça, puis on a une belle complicité, mais en fait, je me dis: «Mais non, je vois pas du tout, quoi». Mais c'était viscéral et en fait, il y avait un truc qui revenait de: «C'est pas ma vie, c'est pas ma vie et c'est pas moi, ce n'est pas moi». J'avais l'impression d'être une actrice dans sa vie. Ouais. Je dis: «Non, mais ça peut pas fonctionner» et j'ai commencé à entamer, les démarches. Les démarches, de rupture. Ouais. Merci beaucoup Marie. Franchement, c'est une énorme prise de conscience et tu le racontes avec des très beaux mots. Merci beaucoup. Chloé, dis-nous tout. Bah, moi, le déclic, ça a été ouais, c'était ça s'est fait en 3 phases, mais le gros déclic, ça a été, on s'engueulait de plus en plus. Donc ça devenait vraiment de plus en plus toxique. Il m'insultait de ouf. Moi, je hurlais dessus. Enfin, vraiment, genre, toxic vibes à mort, tu vois? Et comme disait Marie, genre, en vrai, les 2 côtés sont en tort, tu vois ce que je veux dire, dans ces moments-là? Mais je pense qu'il profite aussi du fait que, bah, toi, tu es entre guillemets «plus sensible» et plus, vulnérable dans certains moments, tu vois? Et typiquement, donc on allait en vacances dans le sud et en fait, on a commencé à s'embrouiller en partant déjà de la maison, mais comme d'habitude, tu vois, on s'embrouillait tout le temps et on charge la voiture, on met les bagages, moment stressant, lui, il est trop chiant: «Tu as fermé la porte, nin bref, on rentre dans la bagnole et je saurais même plus vous dire quel était le sujet de l'embrouille, mais genre sûrement un truc très con encore et en fait, il se met à me hurler dessus dans la voiture. Il se met voie de gauche et il commence à rouler et je vois le compteur 150, 160, 170, 180, 190, 200 et en même temps, il hurlait, il me disait: «Mais tu vas fermer ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule!» Et là, genre vraiment, j'ai vu, je me suis dit: «Il va nous emplâtrer dans le mur, en fait». Ah ouais et en fait, là, j'ai capté, donc je lui ai hurlé dessus et je lui ai dit: «Si tu t'arrêtes pas maintenant, j'appelle les flics». Et à ce moment-là, je sors mon téléphone, je tape le 17, je lui montre le téléphone et j'étais en train d'appeler. Et là, direct, boum, ça l'a calmé. Il y avait un péage, genre 200 mètres plus loin. Il sort au péage, il s'arrête. Je sors de la voiture, j'en tremblais, je pouvais même plus marcher. Je fonds en larmes, je me casse, genre je marche, je sais pas, genre 2 kilomètres bord de la route. Et là, je capte et je me dis: «Non, mais en fait, genre, ce qui vient de se passer, c'est absolument pas normal». Le mec est taré, donc lui, il revient, cul entre les jambes, en pleurs: «Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, gna gna gna, machin». Enfin, en fait, mec, tu es juste un gros barjot. Genre, tu as des gros problèmes à régler. Toi, tu me dis que, genre, c'est moi qui ai des problèmes parce que depuis que je suis petite, tu sais que j'ai vécu des traumas, des trucs d'enfance. Moi, je vais voir une psy et pour lui, c'est moi le problème, c'est toujours moi qui ai un souci. Mais en fait, mec, c'est clairement toi, là, qui en a un. Je suis enfin, ouais, parce que je l'ai vécu aussi parce que moi aussi je vois une psy avant, après lui, voilà et en fait, quand tu vois un psy, tu ouvres une brèche de t'acceptes qu'il y a un truc qui va pas chez toi Ouais. et ça, il a l de quoi mettre le doigt dedans. Ouais et puis toi, tu fais confiance à la personne, donc tu lui parles aussi dans ses failles, tu vois? Normal, tu peux en jouer plus facilement. C'est terrible. Mais enfin, ce qui est horrible, je trouve, c'est que ce genre de témoignage, j'en entends tellement, en fait. Moi, c'est ça qui me choque le plus. Mais vous faites bien d'en parler, c'est important d'en parler. Vous avez dit tout à l'heure, ça devient une normalité, mais tout ça n'a rien de normal. Une personne qui t'aime, quand tu lui confies tes douleurs, n'est pas censée en faire des armes. Ça, c'est pas Et normal. puis toi, tu te dis: «Est-ce que c'est moi qui provoque ça chez lui? Est-ce que tout le monde pense qu'il est méga sain et méga sympa? Donc du coup, est-ce que c'est moi?» Bah, V, c'est expliquer la théorie de la grenouille dans la marmite pour ceux qui savent pas ce que c'est. Franchement, Dalla, ouais, elle est très justifiée, la meuf. Elle est J'exagère pour les personnes qui pourraient nous écouter et pas savoir ce que c'est, la théorie de la grenouille dans la marmite, c'est une théorie qui est beaucoup utilisée même dans l'économie, dans la guerre. Vous le retrouvez dans l'art de la guerre de Sun Tzu, et à lire, très important. En fait, ça explique qu'en fait, si vous plongez une grenouille dans une marmite d'eau bouillante, elle va tout de suite sortir parce qu'elle va dire: «Mais c'est brûlant, enfin, je vais crever», elle va tout de suite sortir. En revanche, si vous mettez une grenouille dans une marmite d'eau tiède et que, bah, c'est agréable, en fait, la grenouille, elle va rester, mais que vous montez la température petit à petit, à petit, à petit, à petit, au moment où ça va être beaucoup trop chaud et brûlant,
elle arrivera pas à sortir parce qu'elle est endolorie. Ah ouais et donc du coup, le déclic, ben, il y a eu cette histoire de voiture où là, j'ai fait: «OK, il est complètement barjot», donc ça devait être au mois de juillet. Ensuite, au mois d'août, on part en Corse. On rentre, il me dit qu'en fait, bah, il veut plus vivre avec moi et cetera. Entre-temps, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a acheté un appartement, lui et moi et en fait, lui ne voulait pas forcément acheter un appartement. Moi, avec le recul, je me dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que j'étais con de forcer le truc!» en mode: «Mais si, viens, on achète et tout», tu sais? Parce que moi, j'avais besoin d'un but dans notre couple, d'une construction. Ouais. Bah ouais, parce que le bébé, il était pas chaud, le mariage, ça venait pas et puis finalement, il y a peut-être encore un peu toujours cette pression autour de nous tous, Oui, de tous tes potes qui achètent, qui font des mariages, des machins, où tu te dis: «Bah, vas-y, go!» genre, on a tous les 2 une bonne situation, on a tous les 2 un bon travail, let's go, tu vois? Et moi C'est ton petit copain. ouais, oui, non, mais ouais, c'est ton enfant, en fait, les gars, tu le drives dans tout et du coup, je me dis: «Vas-y!» genre, on prend l'appartement, il y avait des travaux à faire, je lui dis: «Bah, moi, t'inquiète, je les fais et tout». Il me dit: «Bah non, on les fait ensemble et tout». ouais, c'est un peu le baby pour, sauver le couple, en fait. Ouais, exactement ça et que tu entends souvent, en fait et en fait, on achète l'appart, je fais les travaux quasiment seule. Son père vient m'aider, mes potes à moi viennent m'aider, lui ne m'aide pas. Il refuse de poser des jours au travail, et me dit: «Bah non, mais moi déjà je t'avais dit que je voulais pas forcément l'acheter, en plus je voulais pas faire des travaux, machin, tu Merde. savais très bien que ça se passerait comme ça». Donc tu là: «Bah mec, très bien». Genre je refais l'appartement. En fait, c'est mon appartement clairement, au final, quasiment le truc et là aussi je capte, où je me dis: «En fait le mec il est même pas capable de planter un clou». Donc c'est moi qui fais tous les travaux et cetera. Enfin en fait Toi, la femme capable. OK, bah, en fait, c'est ça. Puis à la limite, bon, tu es un mec, Mmh. tu sais pas planter un clou, très bien, mais moi, genre, je veux pas d'un mec comme ça dans ma life. En mode, je veux pas être la seule à même être curieuse de regarder un putain de tuto sur YouTube pour savoir faire. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il appelle son père pour le faire. Oui, Ouais, juste être ne serait-ce qu'un minimum moteur dans le couple, en fait. bah, c'est ça. Lui, il appelle son père pour lui faire: «Ouais, papa, tu peux passer jeudi, s'il te plaît, pour, nanana, nanana». Bah, non, en fait, mec, tu te bouges le cul, tu sors les doigts, tu le fais, en fait. Enfin bref et donc il y a ça, il y a la Corse où il me dit: «Bah non, genre jamais je te demanderai en mariage, nanani, nanana» et il y a un week-end du 11 novembre où je pars toute seule, ce que j'avais pas fait depuis très longtemps, en week-end chez ma sœur à Nantes, qui elle a 37 ans, qui a été célibataire genre, je sais pas, pendant 8 ans, 9 ans et qui rencontre un gars. 6 mois après, ils achètent une maison. 1 an après, elle tombe enceinte, ils font des jumelles et sur le papier, en fait, genre et donc ça, c'était, en gros, ça faisait là, quand tu allais les voir, ça faisait déjà genre 6 ans ou 7 ans qu'ils étaient ensemble, tu vois? Moi, à ce moment-là, j'arrive, je vois un couple genre, bah, qui galère, qui sont dans une galère du quotidien avec des jumelles, avec des maisons et tout, mais je vois un couple, à l'écoute, heureux, épanoui, qui s'écoute, qui discute, qui communique. Ouais, unis et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de team et en fait, je vois ça et je me dis: «Mais putain, mais en fait, moi, c'est ça que je veux» et là, je capte et je pense que le déclic, ça a été ça, mais bon, parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu aussi avant, tu vois? Plus le jugement, plus, le fait de voilà. Je me dis: «OK, bon, bah, je rentre de mon week-end à Nantes le dimanche». Il s'assoit, je lui dis: «Écoute, faut que je te parle». Je lui dis: «Ça fait déjà à peu près 1 an et demi que je te dis que pour moi, de mon côté, ça va plus et qu'il y a beaucoup de choses qui ne me vont plus et qui me correspondent plus. Toi, tu le vois comme si je faisais du chantage. Mais en fait, c'est pas du chantage et là, du coup, c'est vraiment la fin». Et là, bah, là, il fond en larmes, il me dit que c'est pas possible, que je vais changer d'avis, que du coup, c'est bon, il va changer, qu'il veut bien qu'on fasse une thérapie de couple, que, il regrette tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, qu'il sait que c'est lui qui a un problème, que machin, bref. Du coup, bah, on laisse tomber une semaine, il va chez ses parents, machin, tout ça. Et là, tu tiens tes positions, tu arrives à tenir bon? Ouais, ouais, je tiens bon. Je dis: «Pour moi, c'est mort, je veux plus qu'on soit ensemble». 1 semaine après, il revient en panique, merci. Ah, Beau pas gosse. de souci. Il revient en panique, donc dans l'appartement, en pleurs, en me disant, «Mais s'il te plaît, viens, on se marie, viens, je te demande en mariage» et là, il commence à se mettre à genoux dans la cave. Non, mais dans la cave, meuf, au moment où on trie nos affaires dans la cave, tu vois? Je suis en mode: «Mais mec, c'est le moment là pour faire ça!» Ah non, mais c'est impressionnant ce comportement, vraiment ce truc de je te casse la gueule puis je t'offre des fleurs, tu vois? C'est fascinant, vraiment, c'est le mot. Ouais, c'est ça. Waouh. Et du coup, genre là, à ce moment-là, je pète un câble, je m'énerve et je lui dis: «Là, mec, genre stop, en fait. Genre, tu sais que genre, la demande en mariage, j'en rêve depuis des années, en fait et là, tu me fais ça dans une cave comme ça, c'est hors de question». Je suis au bout de ma vie. Et c'est ça, mais je dis parce qu'en fait, je t'ai largué, parce que je t'ai dit que c'était terminé et cetera et que lui, il me disait: «Mais je vois pas d'où ça sort, mais je comprends pas, ça sort de nulle part» et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à tous nos potes, à toute sa famille, comme quoi du jour au lendemain, j'ai switché, que ça sortait de nulle part. Mais mec, ça fait 2 ans que je t'en parle, en fait. C'est juste que tu Non. n'écoutes pas. Pouah, non, mais sans déconner, il y a même pas une seule remise en question, en fait. Ouais et donc ça, le pire, c'est pas ça, c'est ce qui s'est passé après. On se sépare, on décide du coup de faire moite-moite de l'appartement, donc on fait une semaine chacun et après Après, on on fait aucun travaux dedans. OK, exactement. Donc la plus-value, Ah bah, bien sûr, bah, c'est tout pour nous. mais voilà, je posais celle-là, c'est Et à ce moment-là,
j'apprends parce que du coup, moi, de l'appartement, je voyais les voitures, dehors et à un moment, je vois qu'il y a une voiture qui revient, tu vois, souvent et en fait, c'était lui qui venait m'espionner le soir dans la rue. Il se garait et il regardait parce qu'à travers l'appartement, tu pouvais voir les vitres. Il regardait genre qui j'invitais, ce que je faisais et cetera, quoi. Et il m'avait envoyé un message pour me dire: «Ouais, mais tu vois, tu me fais faire des folies et des dingueries, je suis même, je viens de voir et tout tellement que je stresse que tu es quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est sûr que tu as rencontré quelqu'un». Et en fait, il essaie de se trouver des excuses et je pense qu'il a dû se dire à tout le monde que j'avais rencontré quelqu'un. Non mec, j'ai rencontré personne. En fait, j'avais clairement rencontré personne. Ça, c'est le fameux: «Regarde ce que tu me fais faire». Ouais, exactement. C'est horrible. Tu es juste taré, en fait. Tu fais ça tout seul comme un grand, tu pas besoin de moi. Et un mois après, donc moi, j'ai commencé à faire ma life. J'ai choisi un coloc, parce que donc lui, il voulait plus être dans l'appartement. Donc j'ai dit: «Bah, OK, je me mets en coloc dedans, machin, pas de souci». Le temps qu'on vende l'appartement et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, l'appartement, donc ils savaient que moi, je l'avais acheté avec le peu d'apport que j'avais qui venait, bah, du décès de mon frère et donc du coup, ils savaient qu'il y avait une grosse importance, déjà, émotionnelle dans l'achat de l'appartement. Donc je lui propose de racheter ses parts. Ma famille me dit: «Bah, s'il faut t'aider, on peut essayer un petit peu, tu vois, aller chercher à droite à gauche». Et il me dit: «Non, c'est hors de question, tu pas cet appartement. Si on a eu le prêt, c'est grâce à mes parents, machin, c'est hors de question, on vend l'appartement, je te revends pas mes parts, et de toute façon, tu es obligé d'avoir mon accord, tu peux pas le revendre, sans mon accord et tu peux pas le garder non plus sans mon accord». Ouais, en fait, comme s'il voulait garder une espèce d'emprise sur toi, alors qu'il le voulait même pas en plus à la base. Enfin, Ouais, meuf. Il voulait juste pas que je sois propriétaire toute seule, en fait, de l'appart. Chien. Très bien, mec. Et bah, tu sais quoi? Pas de souci. Et là, à ce moment-là, il me dit: «C'est toi qui as voulu me quitter, c'est toi qui t'occupes de la revente. Donc c'est toi qui t'occupes aussi de l'agent immobilier, des photos de la revente, des visites, de tout, en fait». Il n'a rien fait de A à Z et à côté de ça, il m'a envoyé et ça, c'est ce qui m'a le plus choqué via ses parents, que j'adorais et tout, un mail d'avocat en me menaçant et en me disant que si je postais pas tout de suite une annonce de vente et cetera, ils porteraient plainte parce que ça veut dire que je ne vais pas dans leur sens pour la revente de l'appartement et que en gros, je sabote la vente de l'appartement pour pas qu'ils se vendent, quoi. bah, légalement, il y avait vraiment quelque chose là? Ouais, il y avait un truc, mais je vous relirai. En gros, là, j'ai plus les textes en mémoire, mais il y avait un truc. Je pense que c'est un coup de pression, mais je pense que enfin, je vois comment ses parents, pouvaient fonctionner et que parfois ils pouvaient quand même, procédurer sur certains trucs. Je pense qu'ils ont quand même appelé quelqu'un, tu vois? Je pense qu'ils ont flippé pour leur fils en mode: «Oh là là, il va se faire arnaquer», mais du coup, je suis en mode: «Mais alors du coup, vous me connaissiez pas les gars pour faire ça?» Putain, alors que ça fait 10 ans que t'es dans leur vie, on te fait une phase comme ça, quoi. Et lui m'a supplié et il m'a dit: «Je t'interdis d'envoyer des messages à ma famille, à mes proches et cetera». Donc je l'avais pas fait pendant la rupture et du coup, j'ai jamais envoyé de message à ses parents et en fait, ça, c'est mon plus gros regret de me dire que je leur ai jamais envoyé un message, au moins pour les remercier de tout ce qu'ils avaient pu faire, tu vois, pour moi, à l'époque. Même, tu vois, ses grands-parents et tout. Mais d'un côté, je me dis: «Bah, ils t'ont quand même envoyé genre un courrier d'avocat, une procédure au cul». Donc tu vois, c'est quand même enfin, J'ai une question, est-ce qu'aujourd'hui ça te taraude encore en mode est-ce que des fois tu y penses, tu leur enverrais bien? ouais, sa mère, ouais, parce que sa mère, vraiment, pour moi, c'est une grande dame, tu vois? Tu sens que ça t'aiderait à fignoler ton deuil? Bah, j'ai oui et non, parce que j'aurais trop peur de la réponse et que ça me blesse. Je préfère regarder une image Ouais. d'eux assez Je positive préfère pas savoir. qu'elle me qu'elle me réponde un truc vraiment un peu plein d'amertume et là, pour le coup, ça me Ouais, blesserait, je genre vois ce que tu veux dire. et je préfère garder une image d'elle de OK, genre c'est une bonne mère et c'est une Une bonne femme. femme, ouais, c'est ça. Et moi, j'ai une petite question d'ailleurs, du coup, par rapport à tout ça. Est-ce que un jour, ses parents ont su tout ce qu'ils t'avaient fait ou ça a jamais été dit? Et ben, j'ai su, après, donc quand il est revenu quand même plusieurs fois en essayant de me supplier qu'on se remette ensemble Ouais. et je lui ai dit: «Mais tu l'as dit à tes parents, que tu m'as violée, que tu m'as forcée à faire des choses et cetera?» Et en pleurs, il me dit: «Ouais, je l'ai avoué à ma mère, je lui ai dit que j'avais fait des choses horribles et que genre, bah, en gros, j'avais honte et cetera». Donc je sais pas exactement ce qu'il a dit, mais je pense qu'il en a parlé. Mais ce qui me choque encore plus, c'est que du coup, s'il lui en a parlé et qu'eux sont au courant, bah, je sais pas, envoyer enfin, maintenant, ouais, À mon avis, c'est qu'il lui a pas dit. ouais, je sais pas. Ou il a édulcoré un maximum. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que j'ai su, c'est que toute notre bande de potes qu'on avait, avant, plus personne voulait me parler, plus personne voulait me voir et il y avait juste une meuf, celle qui était dans ma classe dont je vous parlais au début, de qui j'avais été proche à une époque. Ensuite, on était plus proches du tout parce qu'on a eu des histoires, tu sais, de gamines et ensuite on est redevenus proches. Je l'ai vue pour boire un dernier verre quand je me suis séparée de lui et je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Bah, en fait, ça sort pas du chapeau comme il vous le raconte à tous». Genre, ça enfin, parce qu'en fait, quand, lui, il a expliqué à tout le monde
que ça sortait de nulle part et qu'en gros, je l'avais quitté du jour au lendemain, que c'était sûrement pour un mec. Donc Ouais, parce classique. que moi, je l'ai quitté pour des joueurs d'échecs. Non, mais Oui, mais bah voilà. Connus, Oui, connus. bien sûr. non, mais on est pas Ouais, mais en fait, ce mec, j'étais pas Non, quitté. mais vous avez pas l'image, mais la commentatrice est en train de dire ça en se resservant un verre, tellement elle en a ras le cul. Ah non, mais il y a tout qui est aberrant là. Moi, j'en peux plus. Je vous remercie vraiment pour vos partages parce que je pense que c'est vraiment pas du tout facile pour vous. Mais qu'est-ce que c'est frustrant, putain, c'est dingue. Julie n'avait aucune connaissance de nos histoires respectives et du coup, elle en a 2 d'un coup et genre, on a vraiment les réactions à chaud, j'adore. C'est Ah marrant. ouais, non, mais je suis dépitée en fait. Plus on avance et plus ça va de mal en pire, genre, je suis épuisée. Je vais drop de mic et je vais quitter le podcast. Donc voilà. Donc, oh, donc du coup, bah voilà, c'était moi. Donc cette meuf-là elle m'a dit non, mais je peux pas le croire et tout, qu'il ait fait ça, etc. Machin, en parlant du V. Voilà. Et tous ses potes ne l'ont pas cru et ils ont même dit non, mais on sait très bien tous que Chloé, c'était toujours celle avec qui lui, il avait des embrouilles, etc. Parce que oui, moi, je l'embrouillais, j'avais les crises de jalousie, bah, parce qu'en fait, il parlait à des meufs, il voyait des meufs. Mais juste, C'est j'ai jamais fondé. su. Ouais, c'est ça. il peut te fumer sans ça. Bah, c'est ça, encore une fois. Donc peut-être que juste c'est pour, entretenir ton ego, mec, mais dans ce cas-là, va voir un putain de psy. Ouais, et je pense qu'il avait tellement une emprise, je pense qu'il voulait tout contrôler de moi et savoir tout le temps où j'étais, avec qui, et cetera. Et quand on s'est séparés, ça l'a fait briller de ne pas savoir ce que je faisais, avec qui j'étais, où j'étais. J'avais des nouveaux potes, des machins, et puis surtout, bah, des mois après, ses potes lui ont dit: «Ah ouais, on a vu Chloé sur Tinder», enfin, tu vois? Bah ouais, mec, en fait, genre, je fais bien ce que je veux. Mais bien sûr. Ouais, Bien qu'est-ce que sûr tu vas que faire Chloé après? cherche un super beau Ouais, pansement, et laissez-la Chloé tranquille. exactement, et surtout Chloé a fait des dates et se rend compte qu'il y a des mecs bien mieux aussi, et que je me rends compte que, bah, ça fait du bien d'être respecté, ça fait du bien d'avoir des mecs qui, entre guillemets, «paraissent», ouais, exactement, et puis te font des compliments parce que pour une fois, là, je me faisais pas traiter de tous les noms, et je me suis dit: «OK, j'ai vraiment bien fait, j'ai zéro regret», et depuis, attention à toutes les meufs qui doutent, parfois de ce genre de décision, je n'ai jamais eu de regrets et je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Putain, mais alors toi, ça a été imminent, ton Ouais, regret. j'ai switché. Et il y a jamais eu de Non. montagnes russes de: «Ah putain, Ah peut-être que». non, 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 Ouais, ça faisait partie de mes questions. Il y a eu aucun moment où t'as rétro-pédalé, t'es retourné en arrière, vous vous êtes revus un peu et puis du coup séparés. jamais. Moi, c'était j'y ai pensé pendant 2 ans, du coup. Où je lui en parlais, on s'embrouillait, ça se passait pas bien, machin. Donc avant de le quitter. Ouais, et c'est exactement. Il le savait, on en parlait, je lui disais que j'étais pas bien, qu'on s'embrouillait tout le temps, que c'était pas normal et Oh tout. putain, la Et résilience. puis j'ai switché du jour au lendemain, j'ai fait mon jeûne, je suis revenue, j'ai dit: «Allez hop, c'est bon, stop». Je barré et j'ai appris à m'occuper de moi et à me choisir moi en première, en fait. Et là, je peux te Super. dire que ouais. Non, mais ça a pas été le même chemin. Au début, j'ai eu du mal à mettre un point final à la relation Ouais. parce que pour moi, beh, ça répond à ta question du début, c'était vraiment l'homme de ma vie. J'avais, construit ce truc de cette meilleure amie, on s'est rencontrés au collège, l'histoire elle est trop belle, la la li, Ouais, la la ouais, lo. ouais, de ouf. Et j'ai pas réussi à mettre un point final tout de suite. Après, j'ai été en Haute-Savoie, on a passé 2 semaines. Non, on a fait, Nouvel An à Valto et tout. J'ai fait plein de projets pour 2026, de trucs qui me ressemblaient plus à moi. Et en fait, ça a été step by step où j'arrivais pas à mettre un point final. Après, ça s'est fait naturellement où du coup, bah, on était plus, on avait changé de région. Après, j'ai pécho un autre gars et en fait, j'ai eu une autre phase de: «Vas-y, on se parle moins, ça me fait bizarre», et après, un mois après, j'ai pécho un autre gars, tu sais qui c'est? Je pécho un de voilà, Big up. la meuf qui est en parano que l'ex tombe dessus, tu sais? Je pécho quelqu'un, voilà. On l'appellera Hugues. On l'appellera Hugues le baryton. Je pécho quelqu'un, pas voilà, juste bisous, mais en fait, ça me fait juste un déclic de me dire: «Waouh, j'ai franchi ce cap-là, j'étais capable de le faire et je regrette pas», et en même temps, j'ai franchi un autre cap et le soir, genre, tu sais, on se parlait avec, Margot, donc ma coloc, je remets en contexte pour ceux qui nous écoutent. Je fais: «Ouais, tout va bien», et je ferme la porte et genre, je fais et genre, parce qu'en vrai, ça a signé une étape, genre, c'est bon, j'ai pécho, même si c'était juste bisous, quelqu'un d'autre, et c'était il y a, tu vois, il y a un mois et demi. Oui, j'ai eu un petit redown et là, pour le coup, je sais que jamais, jamais, jamais j'y retournerai. Tout va bien et en même temps que je le quittais, c'était hyper douloureux et ça répond aux questions que tu posais, au départ même, que tu voulais poser. C'était hyper bizarre et je sais pas si dans la douleur, tu as eu ça aussi, mais moi, en même temps que je vivais de la douleur et du: «Putain, c'est fini, tout ce que tu avais envisagé, machin», j'avais un soulagement, Ouais, bah, en fait, mais monstrueux, complètement. monstrueux, une renaissance, un espèce d'avoir lâché 50 kilos de poids, en moins, quoi. Ouais. Genre vraiment.
De ouf. Bah, moi, c'était ça et c'est surtout, le soulagement de me dire: «En fait, tu as fait un choix pour toi et tu aurais dû le faire bien avant» et je pense que moi, c'est aussi parce qu'il y a eu des gros, il y a eu vraiment des actions nocives où je me suis dit: «Mais putain, mais en fait» Tu t'es sentie coupable? ah mais de ouf! Je me suis dit: «Mais comment j'ai pu Mmh. laisser ça arriver et rester et continuer à être avec?» et donc Coupable valider de lui, genre en mode, comment il va aller, comment il va s'en remettre? oui, bah, forcément, parce que là, en fait, même encore maintenant, tout le monde me dit qu'il a fait une dépression pendant 2 ans, qu'il sortait plus de chez lui, qu'il était en pleurs tout le temps, qu'il a perdu du poids, qu'il était complètement, traumatisé, dépressif, Shit. et du coup, j'étais en mode: «Ben, désolé en fait» et surtout, j'étais trop triste pour lui, tu vois? Je Mais suis encore dans la culpabilité, mais j'avance. ah ouais, mais meuf, parce que c'est tôt, mais moi, Ouais, c'était il y je a sais, trois ouais. quatre ans et en vrai, j'ai culpabilisé de ouf au départ et en fait, avec le recul, non, enfin, il y Ça a un s'est arrêté moment, quand ta culpabilité? De comment il va, de machin? bah, je pense 1 Oh an putain, après, j'en ouais. ai encore 6 mois à tirer, non? Non, mais parce que moi, tout le monde me disait tout le monde me disait vraiment qu'il était trop dans le mal et qu'il était vraiment au bout, quoi, tu vois? Donc moi, limite, ça me faisait de la peine pour lui dans le sens où, bah, moi, en fait, j'allais tellement bien Oh putain, moi aussi, mais ça te fait que culpabiliser d'aller bien. ouais, mais du coup, je me dis: «En fait, genre, ça me montre juste que je suis capable d'aller bien», parce que lui, il était sans arrêt en train de me dire que j'allais jamais bien, j'étais toujours en train de me Ouais, plaindre, que j'avais toujours un ouais, truc. ouais. Mais en fait, non, mec, genre, je me plaignais parce qu'en fait, juste, tu méga toxique et qu'on s'embrouillait H24 et que j'avais l'impression d'être une grosse merde. Ah Mais en putain. fait, juste sans toi dans ma vie, je suis excessivement bien et je me rends compte que, bah, en fait, je suis une Ah meuf mais très bien aussi, tu vois? ce podcast me fait énormément de bien parce que vraiment tout ce que tu es en train de dire, genre le fait d'être une vieille meuf aigrie là, le fait de devenir une vieille meuf aigrie, tu te dis: «Putain, mais je suis pas comme ça à la base, Ouais, à la base, moi je suis solide». oui, c'est ça. Enfin, est-ce que toi aussi tu avais l'impression d'être un petit truc acquis, comme s'il pensait qu'il t'aurait jusqu'à la fin de sa vie et que tu allais jamais Oui, partir? bah, complètement. Mais j'étais acquise parce que quand je lui ai dit pour la séparation, il ne me croyait pas. Il disait: «Oh mais c'est bon, Non mais c'est moi encore ton aussi. chantage à 2 balles que tu me fais là depuis, 2 ans et tout». Bah non, en fait, mec, ça c'est pas du chantage, genre je suis vraiment en train de te quitter. Ouais, c'est complètement lunaire et paradoxal parce que le mec, il te prend pas au sérieux et en fait, pour autant, il essaie quand même de te faire culpabiliser, de jouer sur tes cordes sensibles, c'est dingue. Bah, en fait, il me disait: «Mais tu vas être toute seule, mais déjà genre, Ah ouais, le tien il était vraiment toxique. ouais, vraiment. Mais sauf que c'est enfin, le plus dingue, c'est que quand les gens commençaient à entendre parler de tout ça, personne ne me croyait parce que en société, il était genre l'homme parfait. Donc tout le monde, enfin, en tout cas dans notre entourage, s'est dit: «OK, genre elle ment et genre lui, c'est impossible qu'il soit comme ça». Mais dans ma Tu sais tête que j'ai ma belle-mère donc qui m'a appelée, donc sa mère, parce qu'en fait personne ne comprend quand tu as la bague au doigt, hein, prête à te marier, des projets bébés, que d'un coup tu pars. bah, ouais, tu m'é Ma belle-mère m'a appelée et je lui ai dit en fait, je voulais pas salir et même encore, si elle m'appelait aujourd'hui, je serais toujours, où je dirais pas tout, tu vois? Mais elle disait: «Marie, il faut que tu me dises, quand même les choses» parce qu'on s'est toujours hyper bien. Ses j'entends. parents m'adoraient. Genre et moi aussi je les adorais, c'est des gens que je respectais beaucoup et elle m'a appelée, elle me dit: «Mais Marie, on part pas comme ça du jour au lendemain. Si tu pars là, c'est qu'il y a un truc grave et en fait, je veux savoir parce qu'on est entre femmes et tout». Elle m'appelle. Je lui dis: «Non, en fait, c'est juste que j'ai un réveil soudain, effectivement, il y a des choses qui vont pas» et je lui ai dit: «Tu sûr?» Je lui ai dit: Mmh. «Vous connaissez votre fils, vous connaissez ses défauts» et ils étaient les premiers un peu à le tailler, tu vois? Sur le fait que ce soit un peu un assisté et tout ça. Mais je lui ai dit: «Il y a des choses aussi où voilà, c'est un peu toxique pour moi, c'est néfaste et je me vois pas rajouter un» enfin, je lui ai dit les choses. Mmh. Mais je sens que quand même depuis que je suis partie, ils tiennent plus, pas pour leur fils, mais je pense pas qu'ils les aient manipulés parce que pour le coup, le mien, c'était pas vraiment un manipulateur. Mmh. Mais plus en mode, ils sentent que j'ai fait mal à leur fils, du coup, j'ai plus de son, plus d'image. Alors qu'avant, tu vois, la première fois qu'on s'était séparés pendant 1 an, elle me souhaitait bonne année, bon anniversaire, elle me parlait tout le temps, même si on n'était plus ensemble. Ouais. Là, je sens que voilà, mais je pense pas pour le coup que ça vienne de lui. Ouais, ouais. C'est juste putain, ils allaient se marier et Oui et là, elle s'est vue mamie, quoi. ouais. Ouais, je peux comprendre que pour les familles, ce soit difficile aussi. Ouais. Moi, je pense que du côté de la famille de mon ex, ils ont pas dû capter non plus parce que Et du côté moi, paisienne, j'allais chez eux tout le temps. Ah, mais du côté de la mienne, ils étaient tous soulagés. ah ouais, parce que tu en parlais, bah, ouais. Ah ouais, parce que moi, mon père, on est très proches, donc on en parlait souvent et mon père, quand je l'ai quitté, m'a dit: «Je me suis toujours demandé pourquoi tu l'as pas fait plus tôt». Attends, j'ai une question. Est-ce que toi aussi tu le protégeais en mode tu mentais
Oui, aux autres. aux autres Oui, pour le tu dis, protéger ce OK. complètement. À le Tu moment dis pas, en fait, tu dis pas genre: «Tu as honte, donc tu parles pas» ouais, et ou genre et tu t'en dis parles quand que tu plus avec et que il maintenant déjà viendra pas parce qu'il a tel truc alors qu'il oui, a non, il rien peut pas pris. venir, non, Il il veut veut juste juste ah pas vous voir. ouais, c'est ça. Moi, j'ai Il vous aime juste pas, il veut pas vous voir, il fait voilà, que vous tailler, en fait, voilà. c'est exactement ça. Bon, en tout cas, les filles, moi, je vous trouve super courageuses, hein. Franchement, je suis admirative parce que vous parlez de tout ça avec aujourd'hui du recul. Et du coup, ma question, là, pour, vu qu'on approche de la fin, ça serait comment on fait pour refaire confiance derrière? Comment on fait pour relaisser une place au bonheur? Comment on se reconstruit finalement après une relation comme ça qui a duré près de 10 ans? Et, qu'est-ce qu'on dirait finalement à quelqu'un aujourd'hui qui est un peu dans votre situation toutes les deux? Est-ce que j'ai posé 15 questions d'un coup? Oui. Ouais, on va essayer de prendre les là, j'ai l'impression d'être en caisse et tu sais, qu'ils t'envoient tous les articles d'un coup et que tu arrives non, non, je vais essayer de prendre comme ça vient. Non, en fait, enfin, moi, j'ai aussi pris une belle baffe de conscience de vie, je sais pas, on peut pas parler de crise de la trentaine non plus, mais j'ai 31 ans et en fait, je me suis juste dit: «Ça va» avec un truc de se dire: «Demain, je meurs, je suis sur mon lit de mort, j'ai un truc grave qui m'arrive. Mmh. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter aux gens? Qu'est-ce de quoi j'ai envie que les gens, ils se souviennent?» Hem, Si j'arrive au purgatoire, et que je veux faire un best-of de ma vie, genre qu'est-ce que j'y mets dedans? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est quoi le jeu de la vie? C'est en fait, parce que je suis aussi une passionnée de jeux d'échecs, ça va avec, en fait. Ça va aussi dans une logique, ça m'a profondément changé ce jeu, dans le sens où tu joues un coup, il peut pas être repris, tu avances et tu bouges tes pièces et ça peut pas être reculé, en fait. Et c'est vraiment tu dois réfléchir à tout bien comment tu as placé tes pions et c'est de se dire, en fait, tu dois faire des choix dont toi seul tu es responsable, mais en fait, à la fin, le but du jeu, c'est quoi? De quoi tu as envie à la fin de ta vie? Vraiment de te souvenir, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est de posséder une belle baraque? Est-ce que c'est d'avoir fait un mariage qui t'a coûté 30 000 €? Est-ce que, c'est d'avoir fait, un voyage de noces aux Maldives dont tu vas même pas te rappeler parce que tu t'étais engueulé avec ton mec, parce qu'il t'a fait des reproches, parce que tu avais pas pris son slip jaune? Qu'est-ce qu'il a et puis l'avion était en retard et puis en fait, il trouve tout de de quoi tu as envie de te souvenir? Moi, dans le best-of de ma vie, les trucs qui m'ont fait le plus rire, j'étais dans la merde, dans un van avec c'est des moments simples, en fait et j'ai pas envie de me prendre la enfin, qu'est-ce que tu veux garder à la fin? Je vois vraiment loin, loin, loin à la fin du jeu de la vie. Le jeu de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux, c'est de faire des choses qui te rendent heureux, finalement, au quotidien parce que, bah, jusqu'à preuve du contraire, quand on meurt, c'est fini, il se passe rien. Donc en fait, tu qu'une vie, profites-en jusqu'au bout du bout. On n'a qu'une vie, j'ai l'impression, hein, qu'elle passe vite. On n'est pas là pour s'emmerder le cul à se faire chier avec des gens, non seulement qui nous rendent malheureux, qui se rendent pas compte de ce qu'on leur apporte et ça va pas, mais on est malade, ça passe trop vite. Mais oui, Ouais, ça passe c'est trop pas de vite. chance qu'ils ont En d'avoir fait, des moi, je mecs juge exceptionnels dans personne leur d'être malheureux. Les gens ont le droit d'être malheureux, d'avoir des problèmes. Ce n'est pas à moi de porter ça et en fait, une fois que tu arrives à un petit peu prendre du recul et de te dire: «OK, moi, c'est quoi mon but dans la vie? C'est d'être heureuse». En fait, tu trouves plein de chemins. Il y a tous les chemins mènent au Rome. Comme ça. Non, mais il y a plein de chemins pour être heureux. Trouve le tien et en fait, il y a plein de chemins où il y a pas l'autre Tintin dedans et où ça ira très bien. Bien sûr que tu vas te prendre une rousse, bien sûr que tu vas pleurer, mais entre les larmes, il y aura des putains de rires, en fait et ça va être trop bien. Tu tu rigoleras après. ouais, puis ça portait de l'amour et surtout, alors moi dans mon cas, ça m'a vraiment appris à me faire passer en priorité et avant, ce que je faisais absolument pas, ce que d'ailleurs j'avais jamais fait et le fait de savoir qui je suis, ce que j'aime, qui je veux être et où je veux vivre, comment je veux être, plus tard, ça m'a vraiment permis du coup de faire, des choix importants et du coup de faire le ménage et le tri en fait dans ma vie et ça a commencé d'ailleurs par la fin de cette relation et après le reste a suivi. Franchement, je me dis que je souhaite que ça aux nanas, qui peuvent nous écouter et qui vivent, des cauchemars avec des mecs toxiques ou non d'ailleurs, juste, qui sont pas reconnus à leur juste valeur, quoi. En fait, moi, si je pouvais rajouter un truc, c'est que si vous avez la force de tolérer l'intolérable, vous n'imaginez même pas la force que vous Que vous pouvez avez avoir pour vous relever, en c'est fait. clair. Si vous touchez le fond et que vous continuez de creuser, vous imaginez même pas la force que vous pouvez déployer pour vous en sortir, de porter à bout de bras tout ce que vous portez depuis des années, des mois, de quoi. Vous ne vous imaginez pas
et on ne s'imagine jamais les ressources dont l'humain dispose quand il est en situation de crise. Alors vraiment, c'est abusé. Je valide tellement, vous êtes incroyable. Vous avez dit des trucs magnifiques. Vous avez dit des trucs magnifiques auxquels, j'adhère à 300 et c'était un putain de super podcast. Waouh! C'était un putain de super podcast. J'ai adoré. Les meufs, merci infiniment. Merci à toi. Franchement, c'était génial et je pense que ça va parler à beaucoup. Heu, De ouf, ça fait vraiment écoutez, c'est cadeau, hein, c'est moins cher qu'une séance chez le psy, ça fait plaisir et moi, l'idée, c'est de vraiment proposer quelque chose, tu vois, où en fait, tu peux entendre que tu es pas toute seule et que si jamais ça va pas, bah, sache qu'il y a des meufs pas loin. Mmh. S'il y a besoin, écris-nous, quoi. Si tu pas bien, si tu as besoin d'échanger, écris sur les dames podcast. Et même si, j'irais même plus loin, même s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, que vous avez, posez-les en Ouais, posez-les en post-prod et on y répond. de ouf. Il y a un point qui est important aussi qu'on a évoqué avec Chloé, c'est le fait qu'on se mentait à nous-mêmes et qu'on mentait aux autres pour, camoufler cette image de couple parfait aussi et du mec en question, ce qui peut t'isoler et du coup, il doit y avoir d'autres nanas qui sont dans la même situation, Ouais. peut-être d'autres hommes aussi d'ailleurs, hein, soyons inclusifs et il doit y avoir d'autres hommes qui vivent la même situation. En fait, parlez-en, enfin vraiment parlez-en. Je pense qu'on ne devrait pas se cacher comme ça et c'est hyper important d'en parler parce que vous pourrez peut-être gagner du temps. Voilà, sur votre réflexion et si jamais ça fait écho en vous, parlez-en autour de vous et dites vraiment parler français, quoi. Enfin vraiment, parlez français, dites les termes aux gens et en fait, quand vous allez vous entendre le dire, vous allez comprendre vous-même qu'il y a un problème. Ouais. Si vous-même, vous n'arrivez pas à le dire, c'est déjà un signe que c'est un problème. Bah, déjà, si tu le caches ou que tu mens ou juste que tu le dis pas parce que tu as honte d'en parler, c'est Mais qu'il y a bien un sûr, problème de base, en fait. mais à 200. Donc go, quoi. Restez pas seuls dans tout ce bordel. Sachez que dans tous les cas, au bout du tunnel il y a de la lumière. On se sort toujours de ça, c'est pas facile, mais Ah puis moi, j'ai vécu mes plus belles années, après cette relation. Ah, C'est pas les années de célibat, mes années de couple, j'ai appris grave des trucs, j'ai rencontré des mecs bien, des mecs moins bien et genre là, méga big coup de cœur sur, mon petit chat que j'aime trop et genre je me dis: «Mais en vrai, heureusement que je suis passée par tout ça pour me rendre compte de la chance que j'ai aujourd'hui, genre». en fait, je trouve que c'est pas plus dur de partir que de rester. il y avait une petite question, je l'avais enlevée, mais j'avais ce truc-là de qu'est-ce qui est le plus dur, rester ou partir? Mais finalement rester, parce que rester pourquoi? À quel prix? Tu allonges ta peine, Ouais. tu restes dans le doute, tu sais pas combien de temps ça va durer, si machin, enfin Et puis nous, on a des meufs, enfin, c'est horrible aussi de dire ça, mais tu sais, tu trop ce truc de timer dans ta tête aussi et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'ai capté en mode: «Meuf, t'as 28 ans, tu veux des gosses, tu veux fonder un foyer et un truc genre durable, bah, en fait, barre-toi maintenant parce qu'après ce sera trop tard et ce sera clairement pas avec lui que tu ouais, pourras faire tout ça». mais clairement, clairement, clairement. Et toutes celles qui paniquent, moi j'ai des potes qui ont été mamans à 37 ans, enfin moi j'ai quitté, cette relation, je venais d'avoir 31 ans. En fait, il y a pas de trop tard, il y a pas de machin, en fait, c'est pas vous allez pas s'offrir une vie juste pour, cocher la case d'avoir des enfants. Faites ça avec la bonne personne, Ouais. parce qu'en fait, ce sera jamais ce que vous avez imaginé si vous le faites pas avec la bonne personne, donc voilà, ça fait mal, mais ça fera jamais autant mal que de rester et au moins si vous partez, ça durera un temps, après c'est fini et vous allez vivre des super belles choses, mais rester, vous savez pas, le purgatoire combien il va durer, quoi. Mmh. Puis quand tu trouves le bon, genre, tu sais que c'est cette personne aussi, tu vois? Et que ça match et genre, il y a Mais plus bien sûr, aucune question de et toutes tu les sais, questions que tu pouvais te poser avec tous les mecs que tu as pu rencontrer, là. je fais un parallèle aussi parce qu'on est aussi un peu potes avec Chloé, on s'est rencontrés via une amie en commun et aussi, bah, moi ça me rassure un peu de me dire: «Ben, j'ai tout quitté, j'avais 30 ans et en fait, aujourd'hui, je vois Chloé qui est dans ses projets de vie, qui a des gros, gros projets aussi à venir». Bah, c'est ça. Chloé, aujourd'hui, elle est avec quelqu'un de bien, c'est une évidence, elle attend un petit baby, quoi et en fait, ça te redonne envie de enfin, ça te redonne du baume au cœur et tu te dis: «Putain, mais en fait, moi, cette nana-là, je l'ai connue il y a 8 mois, elle était en train de se prendre la tête en mode, "Ah, je sais pas avec qui elle" et en fait, ça peut être vite quand tu tombes sur la bonne personne. Enfin, je l'ai connue, c'était il y a 1 an, quoi, tu Ouais, pas un questionnement. ouais, meuf.
C'est juste que, bah, nous, ça faisait 2 ans qu'on était potes, on se côtoyait, on se connaissait, puis depuis le départ, on s'entendait trop bien. Tout le monde me disait: «Ah mais on dirait toi en mec, on dirait Mais nanana». tu dans les mêmes questionnements que moi, en Ouais. mode: «Est-ce que je vais être maman?» Oui, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que genre je me mets avec des mecs? Est-ce que genre je me mets avec des mecs parce que je veux cet idéal de mariage et tout? Est-ce que je suis avec ces mecs parce que j'aime ces mecs-là? Et en fait, quand tu tombes sur le bon et que tu es trop bien avec, bah, moi, genre, c'est le premier de ma vie avec qui j'étais où je me suis dit: «Bah, si je peux pas avoir des enfants avec lui, je m'en branle, je resterai quand même avec lui parce que je l'aime Ouais. trop, que je suis trop bien». Et ça, Ouais. je me l'étais jamais dit vraiment avant, tu vois? Et c'est là où tu te fais la diff en mode: «OK, en fait, genre, avec lui, je sais qu'on est une team, je sais que, bah, ça va être dur et que il y aura des moments pas faciles comme dans tous les couples, mais je sais qu'avec lui, genre, je veux le faire et qu'on peut le faire de ouf», tu vois? Mais là, Et tu vois, ça même moi qui suis dans un process un peu moins avancé par rapport au tien, on va dire peut-être 3 ans de retard par rapport au moment où toi, tu as tout quitté, Mmh. bah, c'est hyper inspirant et c'est hyper encourageant pour moi. Mais c'est un trop beau message de lumière, les meufs. Vous vous rendez pas compte, c'est un trop beau message de lumière que vous envoyez. Parce que, voilà, c'était 2 relations difficiles, c'était 2 prises de décisions compliquées, des parcours complètement différents et Complètement. pour autant, c'était hyper cool d'avoir vos 2 ouais, vos 2 histoires et je pense que ça va parler à beaucoup et je suis convaincue que ça va aider. Merci les meufs, vraiment. Merci à toi. C'était trop cool. J'ai trop kiffé. Ouais. Franchement, j'ai trop kiffé écouter vos histoires, c'était super et puis, Et puis heureusement qu'il y a des meufs comme toi qui donnent la parole aussi à plein de nanas, quoi. Mais complètement, parce que tu vois les couple goals sur Insta et tout, tu te dis: Ouais, c'est pas ça la vie, en fait, ça paraît que ça «Ouais». c'est de mecs comme ça. ça me touche trop. Merci beaucoup. Merci pour Merci à tout toi. et on se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode, sur les Dames Podcast. À très vite. Bisous, bye.